Je vais maintenant passer la parole à Julie Esmaïli-Pour et qui sera suivie d'Anaïs Perrin, qui font partie de l'association BLA, donc Association nationale des professionnels de la médiation en art contemporain, qui fédère et met en réseau des professionnels et des structures qui construisent et développent au quotidien les liens entre artistes, œuvres, expositions et public. Donc BLA participe à la structuration de ce secteur et intervient notamment dans la formation continue des médiateurs et médiatrices. Et donc, pour commencer, Julie Esmaïli-Pour, vous êtes chargée de la médiation et de l'éducation artistique à la Maison des Arts, Centre d'art contemporain de Malakoff, pas très loin d'ici. Et vous êtes donc membre du conseil collégial de BLA. Vous allez nous présenter les résultats d'une étude que vous avez menée cette année sur les métiers de médiateur et médiatrice, et puis les actions concrètes mises en œuvre par votre association. Et dans un second temps, on donnera la parole à Anaïs Perrin. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci au Réseau Diagonal d'avoir invité l'association BLA. Donc, j'ai honneur avec Anaïs à mes côtés de représenter. Donc, pour répondre à ce vide et ce manque de cadres professionnels, comme Xavier a bien énoncé dans sa présentation, l'association BLA est née en 2017 d'une urgence de fédérer, de structurer, de valoriser les professionnels de la médiation dans le champ des arts visuels. Elle a vocation, cette association, aussi à faire évoluer ces pratiques, les pratiques des métiers. Et donc, par conséquent, je vais vous présenter les quelques actions que nous réalisons, et notamment ce sondage à la suite. Donc, depuis 2021, l'association reçoit le soutien de la DGCA, donc la Direction générale de la création artistique, un soutien financier qui nous permet d'avoir une coordinatrice salariée, Lucine Charon, et également ce soutien financier nous permet d'établir des actions. Donc vous voyez que l'association appartient à une grande galaxie du champ des arts visuels que Xavier a pu citer également. L'idée de cette association est de fédérer également pas que les professionnels de la médiation, mais de discuter, d'être en dialogue avec d'autres instances, d'autres structures, donc les réseaux régionaux, comme par exemple le TRAM, les réseaux nationaux, donc le CIPAC, votre réseau Diagonal, et également des associations ou des collectifs sur le territoire français, mais pas que. On va essayer aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs, notamment par exemple au Québec ou en Suisse. Alors, qui sont les adhérents de BLA ? On peut avoir deux casquettes. Les structures qui ont des salariés médiatoristes, donc au minima une personne, peut adhérer à notre association. Donc, ce sont des personnes morales. On en compte aujourd'hui 44 structures et sont représentées par 115 professionnels de la médiation. On peut également adhérer en tant que personne physique, donc individuelle, par exemple pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ou aussi les indépendants qui, donc, de ce fait, ne sont pas dans une structure. Donc, vous voyez qu'on est on essaye de toucher au maximum tout le territoire français, et récemment, le FRAC de La Réunion a adhéré. Donc, voilà, on essaye vraiment d'être assez représentatif de ces métiers nationalement. Alors, pour créer tout ce champ d'action, donc BLA a, on va dire, deux grandes missions. La première, c'est de rompre avec l'isolement des professionnels, avec différentes actions fédératrices. Je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, le plus historique, qui est le BLA Apéro. Historique parce que c'est comme ça qu'est née l'association. C'était une simple réunion dans un café entre collègues de la médiation pour parler de ces problématiques, des sujets du moment. Et donc cette année, on a développé beaucoup plus, grâce à l'arrivée de Lucine, ces rendez-vous, que ça soit des rendez-vous sur le territoire ou national. Donc c'est en physique ou en visio, donc ce qui permet justement d'étendre cette ampleur. Pour vous donner un exemple, avec le réseau 50 degrés Nord, on a fait un BLA apéro sur la question des projets de médiation transfrontaliers. Donc, c'est vraiment aussi des thématiques qui sont liées aux problématiques de territoire. Ou par exemple, on a aussi lancé la question des JO et de notre présence sur le territoire en Île-de-France. Voilà. Un autre rendez-vous fédérateur qui permet de réunir nos membres, c'est les journées professionnelles. Je vous donne un exemple tout récent, puisque donc, lundi et mardi de cette semaine, on était à Lyon à l'occasion de la Biennale. Ce rendez-vous a permis déjà de nous faire notre assemblée générale et de constituer un nouveau conseil collégial. Et également de réunir les professionnels autour de différentes tables rondes. Voilà, là, on avait invité à l'occasion, donc on était au MAC Lyon,
sur concevoir et mettre en œuvre une exposition pour les enfants. Et on avait invité donc l'équipe du FRAC Île-de-France qui avait créé une exposition sur cette thématique. Il y avait également Mille Formes de Clermont-Ferrand, donc la directrice qui représente sa structure dédiée aux tout-petits. Et également le MAC-Lyon qui avait fait une exposition dédiée aux enfants. Et la deuxième table ronde était consacrée plutôt à la biennale, donc on avait invité l'équipe de la médiation à ce sujet. Et vous voyez que le lendemain, la journée était consacrée aux visites des expositions qu'il y avait autour de la biennale. Donc ça permet aussi ces rendez-vous aux professionnels, donc surtout aux salariés, d'aller visiter des expositions sur leur temps de travail. Donc c'est pas un organisme de formation, mais voilà, ça aussi aide à se retrouver en tant que professionnel, à discuter et de mutualiser aussi nos réflexions. Donc je vais vous présenter aussi un outil qui, on l'espère, peut structurer les métiers et les professionnels de la médiation, que vous avez peut-être vu tout à l'heure à l'entrée, et sinon je vous invite à le prendre avec vous. Ça s'appelle la Charte des professionnels de la médiation en art contemporain, qui est paru en novembre 2022, donc c'est tout récent. C'est un chantier qui a commencé en 2019, donc ça a mis un peu de temps. Ça a demandé un travail collectif de nombreux membres qui ont participé, notamment en 2020 pendant le Covid, où on a lancé beaucoup de visio. Cette charte, elle a plusieurs... je vais peut-être vous expliquer déjà son contenu avant de vous parler des objectifs. Elle est née de suite de conversations pendant les visios dans le confinement, des thématiques qui revenaient souvent et qui structurent finalement, qui sont les piliers de nos métiers. Vous voyez, donc ils sont divisés en 5 thématiques. Le premier, le management, bien-être au travail et rémunération, qui peuvent aussi toucher d'autres corps de métier du champ des arts visuels, pas que la médiation. Je vais revenir dessus avec des extraits. La deuxième thématique, c'était les moyens et conditions d'accueil du public. Comment accueillir dans de bonnes conditions nos publics dans nos structures. Donc ça, on a aussi employé des cadres juridiques qui existent, de la loi du travail, aussi l'ergonomie de nos espaces de bureau. La troisième thématique, c'était la création de contenus innovants et comment les médiatrices sont aussi autrices de leur contenu et se doivent de signer leurs textes, leurs outils. La quatrième thématique, c'était la médiation et la communication, et ces deux métiers qui sont souvent sous le même poste ou alors sont étroitement liés et comment sont établis cette relation entre ces deux métiers. Et enfin, la charte des bonnes pratiques de l'éducation artistique et culturelle, les fameux EAC, qui font partie des 50% presque de notre temps en tant que professionnels de la médiation. Donc, juste quelques extraits pour vous montrer le contenu de cette charte. Ça peut paraître un peu basique, de l'ordre du B à bas, mais comme Xavier l'a dit dans son intervention, il existe des cadres, il existe des lois, mais souvent dans nos structures, par bricolage, par temps aussi qui défile, on oublie certains basiques. Et il est bon de l'écrire, de le relire et de l'avoir aussi physiquement dans un petit fascicule. Donc, par exemple, sur la thématique management, bien-être au travail et rémunération, le simple fait de rédiger la fiche de poste du ou de la salariée, d'intégrer dans le contrat, avant signature. Tout futur salarié doit être en mesure de prendre connaissance de sa fiche de poste détaillée et de sa rémunération brute avant son embauche. Et à signaler aussi que cette fiche de poste n'est pas figée. Elle se doit d'être actualisée lors, par exemple, d'un bilan d'entretien annuel qui a obligation de se faire. Donc c'est à cette occasion que cette fiche peut être actualisée selon l'évolution des missions du poste. Et justement, donc, ajuster les missions du poste par une évaluation régulière est extrêmement important pour le professionnel. Un deuxième extrait, les moyens et conditions d'accueil du public. Tout simplement solliciter les professionnels de la médiation dans l'aménagement d'un espace d'accueil accessible à toutes et à tous peut éviter certaines problématiques par la suite.
Donc cette charte, en fait, elle a plusieurs objectifs, enfin, on espère. Hem, Elle a pour objet d'être, déjà un support, et un soutien pour les professionnels de la médiation pendant, par exemple, les fameux bilans, les entretiens annuels, comme appui pour, demander, voilà, de restructurer la fiche de poste, accéder à des améliorations, en fait, du cadre du travail. C'est aussi un outil, on espère, de facilitateur, de dialogue entre les collègues, et entre, salariés et employeurs, qui peut permettre de faire évoluer le cadre du travail. Alors, je vais, du coup, enfin arriver à une des deuxièmes missions de l'association BLA, c'est aussi de prendre connaissance de ces professionnels. C'est vaste, on est un grand territoire, il y a beaucoup de structures, beaucoup de statuts et notamment l'importance des sondages, de connaître, ces professionnels. C'est extrêmement important, pour nous, faire remonter justement, au CIPAC notamment, et à la DGCA, qui sont ces médiatrices. Donc en 2022, cet été, on a lancé ce sondage qui s'appelle donc évaluer les profils, les types de contrats, les taux de rémunération et l'accès à la formation. Ce sondage, il est né c'est une suite en fait. En 2020, on avait lancé une première enquête pendant le confinement. C'était un premier état des lieux sur ces professionnels et aussi dans quelles conditions ils étaient pendant la crise sanitaire. Donc ça a permis de faire vraiment un premier éventail de ces vastes statuts, ces salaires complètement diversifiés, juste aussi les titres des postes. Merci. Donc c'est suite à cette première enquête en 2020 qu'on a créé ce sondage un petit peu plus précis, dans lequel on s'est attardé sur ces trois étapes. Alors, je vais vous faire un petit retour synthétique, je l'espère, sur ce sondage. Donc, on a reçu sur 2 mois 251 réponses. À noter qu'une majorité sont des non-membres de l'association, donc ce qui montre que le sondage a pu voyager et être transmis donc, grâce à nos partenaires. Donc, la première étape, enfin la première, on va dire, notion qu'on a pu tirer, c'est la multiplicité des statuts. Bon, ça, je pense que je vais rien vous apprendre. Donc, il y a plus de 20 statuts différents. La majorité sont des salariés dans une association, suivis par des salariés de musée, puis des contractuels de la fonction publique territoriale et enfin des auto-entrepreneurs. La majorité de ces contrats sont des CDI, suivis par des CDD de plus de 6 mois, mais on note que la vacation est encore largement utilisée, et l'auto-entrepreneuriat également. Donc la moitié des participants affirment avoir un contrat à temps plein de 35 heures. Une donnée importante, 176 personnes déclarent avoir un double poste, donc 70% comme vous le voyez ici. Donc c'est médiation accueil, médiation et billetterie, médiation et communication ou bien médiation et régie d'exposition. Ce qui en dit beaucoup sur la difficulté de considérer la médiation comme un métier à part entière et sur l'organisation aussi précaire des équipes. Ça, on le sait, pour les petites structures, ça oblige à être un peu couteau suisse. Cela souligne aussi quand même le risque de surcharge et des responsabilités des professionnels. On a noté aussi l'absence dans ce sondage, il faut que j'accélère, que l'absence de savoir si c'était des petites ou des grandes structures, ce qui permet quand même d'analyser un peu plus finement cette donnée. Je vais peut-être avancer du coup, parce que donc, là c'est les taux de rémunération assez bas par rapport au diplôme. Je vais peut-être m'arrêter sur l'accès à la formation. Donc 58,6% des professionnels qui ont répondu déclarent avoir déjà suivi une ou des formations dans le cadre de leur parcours professionnel. Donc ça, c'est un chiffre assez important. Dans ces réponses, on a posé la question des formations aux risques psychosociaux, donc les fameux
les RPS. 225 personnes, donc presque 90% des répondants, disent de ne jamais avoir été sensibilisés à ces notions dans le cadre de leur contrat de travail. 75% d'entre eux et elles ont envie de recevoir cette formation. Donc, je voulais aussi remercier Xavier qui nous a transmis pour diffusion la restitution du travail mené dans le cadre du groupe de travail bien-être du CNPAV avec l'ARAC Île-de-France. Donc, l'ARAC qui est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail dans lequel BLA avait aussi assisté. Pour revenir un petit peu aussi à cette importance de formation et des risques psychosociaux, il y a eu un travail mené par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de l'ANACT qui a sorti une donnée sur laquelle, parmi les facteurs de ressources contre les RPS, des salariés, il y a un besoin d'avoir une identité professionnelle forte et aussi c'est un levier d'engagement. Et pour cela, il faut des formations, participer et partager des expériences et également appartenir à des réseaux professionnels. Du coup, pour finir, ce qui en découlait de ce sondage, on a créé depuis donc, septembre 2022 3 groupes de travail pour permettre aux membres déjà de participer à ces recherches. Et ces groupes de travail vont être assez importants puisqu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en lien avec les réflexions au CIPAC, les réflexions à la DGCA. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train d'être mutualisées et qui, on l'espère, en tout cas, ça va permettre de concrétiser tout cela. Donc ces groupes de travail, on a élaboré un groupe sur les fiches métiers, le fameux Pass Culture, donc, qui nous touche énormément en tant que professionnels de la médiation, et la grille salariale. Donc, je vais laisser la parole à Anaïs, qui participe au groupe de travail écriture d'un référentiel salarial pour les professionnels de la médiation, qui est un des groupes qui a avancé le plus. Anaïs Perrin, vous êtes chargée de développement au CRP, le Centre régional de la photographie Hauts-de-France, donc un petit peu plus loin que Malakoff, et donc adhérente de BLA. Et vous allez donc présenter ce travail du groupe référentiel salarial. Bonjour à tous. Bon, déjà, je voudrais redire merci au Réseau Diagonale. Je suis ravie d'être ici. Ça fait 15 ans que j'attends qu'on nous abordions ces questions ensemble. Donc, vraiment, c'est très cool. Je vais être le plus rapide possible, puisqu'effectivement, je suis ravie d'apprendre qu'on est le groupe de travail qui a le plus avancé. Mais pour moi, on est quand même qu'aux-prémices. Et effectivement, pour rejoindre tout ce qui a été dit ce matin, depuis ce matin, c'est un travail qu'on pourra mener uniquement de manière collective. Donc là, l'idée pour nous, c'était vraiment de nous réunir pour être dans la proposition. Voilà, sortir aussi de la plainte et de ces questions de souffrance, etc., pour vraiment aller dans le concret et s'atteler à la tâche. Du coup, je voudrais aussi insister sur le fait qu'on est très peu nombreux dans ce groupe de travail. Nous sommes 4 personnes qui avons réussi à nous dégager du temps sur nos temps de déj pour nous retrouver en visio, parler de ça. On s'est réunis environ 4 fois cette année, ce qui n'est pas énorme. Voilà, et on est quand même plutôt installés depuis plusieurs années dans nos structures, ou en tout cas avec déjà un petit bout de carrière derrière nous, pour vous situer aussi les choses. Et nous ne sommes que des femmes, bien entendu. Voilà, je vais passer très très rapidement sur les constats, puisque c'est vraiment une redite de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc on a, pour les questions relatives à la médiation, vraiment très spécifiquement, des intitulés de postes très divers et polyvalents. Je suis désolée, je lis un peu mes petites notes parce que j'ai préparé ça très très rapidement en début de semaine. Donc des intitulés de postes très divers et polyvalents auxquels sont associés des taux de rémunération qui sont extrêmement variés. Des statuts aussi différents pour les professionnels, donc ça recoupe ce qu'on disait, puisqu'on a des agents de la fonction publique qui sont à la fois titulaires, mais aussi contractuels, des salariés, des indépendants, parfois même des prestations de services, via des coopératives notamment. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans certaines structures. On a évoqué aussi, je vais aller droit dans le vif du sujet, la question du salariat déguisé sur ces postes spécifiquement. Souvent sur les missions relatives au contact avec les publics, donc avec des appels multiples, des stages, des services civiques pour remplacer des postes. Mais bon, je pense que je ne vous apprends rien. Et puis, du coup, la question aussi des heures supplémentaires effectuées en dehors du temps de travail conventionnel qui sont ou non comptabilisées
et ou non rémunérés et ou non majorés et ou jamais récupérés. Voilà. Donc ça recoupe ce qu'on disait sur le fort investissement des équipes. On a évoqué évidemment la question des ressources, mais ce que je pense que j'ai envie de partager avec vous, c'est le manque d'informations aussi, qui redescend jusqu'aux équipes sur voilà, les structures ou les organismes qui peuvent aussi transmettre cette ressource qui est vraiment nombreuse en France et qui est souvent effectivement un petit peu territorialisée aussi, donc la difficulté à s'y retrouver dans un écosystème énorme. Je tiens quand même à signaler qu'il y a eu un travail assez conséquent mené par un réseau qui s'appelait le réseau Relations Publiques en 2016, donc plutôt émanant du secteur du spectacle vivant, mais qui a fait un vrai travail sur cette question des fiches de poste, notamment, ce qui est corrélé à la question de la rémunération. Voilà, pour revenir sur les points qui ont été débattus ensemble en groupe, on en a plusieurs, trois, pardon. Et j'accélère. Donc la nécessité de distinguer, on s'est posé la question en fait de distinguer les natures de structure dans cette idée de référentiel de rémunération. Et on partirait plutôt vers quelque chose de vraiment unique, parce qu'il y a une volonté justement de sortir de ce morcellement dont on souffre aujourd'hui pour essayer de tendre à une forme d'unité. Sur la question de la terminologie aussi, j'ai parlé de référentiel, puisqu'on a beaucoup discuté de la question du mot grille, qui est très connoté fonction publique, qui nous semble aussi porteur d'un héritage peut-être parfois un petit peu trop rigide et duquel on a envie un peu de s'émanciper. Donc on souhaiterait vraiment notamment ne pas reproduire certaines hiérarchies qui sont héritées en fait d'une histoire. Donc d'assumer cette histoire, mais de proposer quelque chose d'un peu différent. Pour donner un exemple très concret, on pensait notamment aux questions sur les publics. On a beaucoup d'intitulés. Il y a des personnes qui sont en charge de l'accueil, d'autres de la médiation, d'autres des projets. Et on souhaiterait sortir de cette hiérarchie un peu tacite sur la manière dont sont considérées certaines missions comme étant inférieures à d'autres, pour aller plutôt vers vraiment des progressions parallèles. Et puis le troisième point qui a été vraiment débattu, c'est la question de l'évolution professionnelle et donc salariale. Donc on en a parlé aussi. Comment on peut espérer progresser dans sa structure puisqu'on acquiert aussi des compétences au fur et à mesure qu'on devient plus performant, plus rapide, etc., etc. Donc voilà un petit peu l'étape à laquelle on est arrivé aujourd'hui. Donc on a convenu en fait de se retrouver donc en 2023, de faire un crossover. J'ai plus la slide avec le groupe Fiche Métier, puisque du coup, ce sont vraiment des chantiers qui se croisent et qui doivent travailler de manière un petit peu coordonnée. Donc ça, c'est des rencontres qu'on va mener prochainement. Et vous dire aussi que du coup, toutes ces personnes en charge des relations avec les publics n'ont pas peur des chiffres. Nous aimons les chiffres, on est prêts à s'y atteler. On a gagné aussi en compétences avec toutes ces grilles d'indicateurs à remplir ces dernières années. Beaucoup de personnes sont vraiment intéressées pour faire avancer les choses de manière concertée et collective. Voilà, merci beaucoup.